Bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour notre neuvième webinaire de SFDT1. Il est 18h00. Je vois que le professeur Emmanuel Cosson nous a rejoint. Bonjour. Mathilde, notre grande organisatrice des webinaires, est également présente, ainsi que nos amis de Sanoya, qui sont nos organisateurs, notamment Hervé, qui est présent parmi nous. Et nous avons notre experte, le professeur Anne-Laure Borel, qui est également présente. Et je la remercie vraiment d'être parmi nous ce soir. On est vraiment très ravis d'organiser ces webinaires avec vous. Vous êtes indispensables pour nous, pour cette aventure SFDT1. Vous êtes je dirais, les acteurs principaux de cette aventure sur le diabète. C'est vous qui vivez avec ce diabète et donc c'est vous qui le connaissez. Et donc le partage d'expérience avec vous est vraiment précieux pour cette belle aventure. Euh, donc pour ce neuvième webinaire, on va faire un petit peu comme d'habitude. Ça veut dire on va reprendre les éléments clés du projet avec Emmanuel ici présent. Et puis on a proposé comme chaque fois une thématique qui va être mise en valeur ce soir et on a choisi en discutant avec vous, c'est suite au dernier webinaire qu'on a choisi ce thème et on a choisi le sommeil aujourd'hui parce que c'est un élément qui fait partie intégrante de notre vie, même de manière importante. On est tous, on s'adonne tous à cette activité. Et la question, c'est de savoir quel est l'état du sommeil chez des personnes vivant avec un diabète de type 1. C'est ce sujet qui va être mis en valeur ce soir. Et on va, pour cela, euh, faire des retours des auto-questionnaires que vous remplissez tous les mois. Et il y a des questionnaires sur le sommeil. Et donc Emmanuel va passer du temps pour vous restaurer vos réponses. C'est quel est l'état de la qualité de votre sommeil, vous qui êtes acteur de votre diabète de type 1. Et puis on a une experte, le professeur Anne-Laure Borel, qui est parmi nous, qui vient de Grenoble et qui va nous éclairer sur ce sujet-là qu'elle connaît mieux que quiconque. Merci beaucoup Anne-Laure d'être présente parmi nous, c'est très précieux pour nous de t'avoir. Avec plaisir. Donc pour finir, alors on ne se quitte pas avant d'avoir répondu à certaines questions que Mathilde a concoctées sur les prochains webinaires. Quel thème vous voulez pour la prochaine fois? Donc ne partez pas avant la fin parce qu'on a besoin de vos idées et de vos suggestions. Donc en fait, petit rappel sur SFDT1. Donc SFDT1, c'est une aventure qui a été initiée par une société savante de personnes qui s'intéressent au diabète qui s'appelle la Société francophone du diabète. Ce sont des chercheurs et des médecins qui s'intéressent au diabète qui ont eu cette idée de créer une cohorte. Et à l'époque, ils ont demandé au professeur Emmanuel Cosson et moi-même de la créer. Et on s'est attaché pour ça les services d'un grand expert d'épidémiologie qui travaille au Luxembourg, qui s'appelle Guy Fagherazzi, qui aurait dû être là ce soir et qui malheureusement a un empêchement, mais il nous a demandé de l'excuser. Et donc, chaque aventure, chaque étude dans le monde a un responsable réglementaire, ce qu'on appelle un promoteur. Et ici, il s'agit d'une fondation qui est la Fondation francophone du diabète, qui est le responsable réglementaire de cette aventure, qui s'appelle la FFRD. Pour ça, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied, donc Emmanuel Cosson, et que vous connaissez bien, Guy Fagherazzi, dont j'ai déjà parlé, et une directrice qui travaille à plein temps, je dirais même plus, sur ce projet, qui s'appelle Laura Sablon, et qui travaille avec une équipe de choc, Mathilde Huette, Maxime Brûlé, Maël Marquez, qui travaillent pour, au quotidien, mener cette aventure, et ils ne sont pas de trop. Et il y aura probablement une quatrième personne qui va venir les rejoindre ces prochaines semaines. Donc, quelques points clés du projet que vous connaissez. L'objectif final du projet, c'est de recruter 10 000 patients, dont 1 300 enfants. Comme on va le voir, on n'y est pas encore, mais on va vers cet objectif. On veut recruter, ce qui nous intéresse, c'est des personnes vivant avec un diabète de type 1, adultes ou enfants, avec des critères très simples, hein. Un diabète de type 1, on l'a défini de manière simple, mise à l'insuline moins d'un an après le diagnostic, avant l'âge de 35 ans. Et bien sûr, toute cette aventure a obtenu les autorisations des autorités, notamment des comités d'éthique et de du Comité national informatique et liberté. Et on suit les gens, on voit on vous voit tous les 3 ans en face à face. Et puis on a aussi accès
aux données de la base de données de la sécurité sociale qui nous permet d'avoir des informations exhaustives, précises sur, par exemple, quelles sont les consommations de soins par les personnes diabétiques ou les hospitalisations ou tous les événements de santé. Donc on l'a au fil de l'eau de manière passive et on commence déjà à exploiter cette base de données extraordinaire qu'on a fini par obtenir, ce qui a été un défi. Et quelqu'un dit déjà les nuits ne sont pas un long fleuve tranquille, ben on rentrera dans le vif du sujet bientôt. Alors qu'en fait, pour obtenir toutes ces découvertes, on a des informations médicales que vous fournissez lorsque vous rencontrez les médecins tous les 3 ans lors de la visite de l'étude. Il y a des prélèvements qui sont faits, qui sont mis de côté, de manière à faire de la recherche, essayer de trouver des nouveaux marqueurs des complications pour pouvoir cibler les patients à risque par rapport à ceux qui ne le sont pas essayer parfois de mieux comprendre les mécanismes de ces complications. Quelque chose de très précieux, c'est le point numéro 3, c'est les questionnaires que vous remplissez chaque mois avec des informations d'une richesse incroyable pour nous, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vivre au quotidien avec un diabète, et seul vous, vous le savez, et donc vous nous apportez ces informations. Donc j'insiste, parmi vous, participants, continuez à les remplir. Je sais que ça vous prend un peu de temps, on essaye d'avoir des questionnaires le moins long possible, c'est des questionnaires validés, hein. Et parmi ces questionnaires, il y a un questionnaire sur le sommeil dont on va largement parler aujourd'hui. On a des données de certains capteurs, comme le Freestyle par exemple, de la société Abbott. Comme je disais, on a la base de données de la sécurité sociale. Et enfin, un événement très important, c'est ces webinaires qu'on essaye d'organiser 2 à 3 fois par an. Juste peut-être une précision, parce que vous pouvez être étonné pour les prélèvements, c'est pas pour tous les participants à la cohorte. Il y a des centres où on le fait, par exemple dans le centre où est le professeur Yveline et moi-même, mais il y a des centres où il n'y a pas de centre de ressources biologiques, on peut conserver de façon sécurisée et adapter les prélèvements, et où c'est pas fait. Globalement, vous êtes 40% à avoir des prélèvements biologiques dans le cadre de la recherche SFDT. Alors, quelques points d'actualité. Donc, où on en est? Donc, comme je vous le disais, on a largement dépassé la moitié de notre objectif de recrutement, qui est de 10 000. On a 5 851 participants. 83 centres ouverts. Vous voyez que c'est dans toute la France. Vous voyez le maillage national sur la carte, avec les dom-toms qui maintenant arrivent parmi nous, notamment l'île de la Réunion. C'est un nouveau centre ouvert récemment. Donc, malheureusement, nous, on l'a ouvert online, hein, on n'y a pas été. On aurait bien aimé. Mais c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir, par exemple, un diabète de type 1 réunionnais. Est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques médicales qu'un diabète de type 1 en métropole? Ça, c'est pas des données très connues, donc ça va être tout à fait intéressant. La moyenne d'âge de la population SFDT1, c'est 41 ans. Il y a 629 enfants. Et les questionnaires, eh ben, c'est bien parce qu'après plusieurs années de questionnaires mensuels, on est encore à 61% de répondants. On aimerait plus, on aimerait en avoir 80 ou même 100%, parce que ces informations sont très précieuses. Je sais que vous avez des activités, que vous faites au mieux, mais merci en tout cas de votre fidélité par rapport à ces questionnaires et n'hésitez pas à y répondre. Donc comme je disais, donc, il y a des adultes et des enfants. Vous voyez la répartition homme-femme, la moyenne d'âge, on en a déjà parlé. Donc ça va de 18 à 94 ans pour les adultes et de 6 à 17 ans pour les enfants. Alors, on va faire un petit jeu, Mathilde, on te laisse animer tout ça. Alors la question va bientôt s'afficher, voilà. Première question du coup sur le sommeil. Comment évalueriez-vous la qualité globale de votre sommeil? Très bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise? À vos votes maintenant. Nous sommes 121 participants ce soir. Nous avons déjà 85 votes exprimés. On se laisse encore quelques secondes, ne serait-ce que pour avoir peut-être quelques réponses très bonnes, mais je ne saurais influencer le résultat. Alors, je vous Partagez les précise résultats. que la voix suave que vous entendez, c'est la voix de Hervé Serdy, qui est notre CRO. C'est-à-dire, c'est la société qui organise, qui construit la cohorte avec nous. Et j'en profite pour le saluer et le remercier pour tout son travail. Avec plaisir. Emmanuel ou Jean-Pierre, voulez-vous Ah commencer? ouais, bah du coup, allez, on va faire le moitié plein. Vous êtes 48% à avoir une qualité de sommeil que vous jugez plutôt bonne ou très bonne, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, on a répondu dans l'ordre, hein. Très bonne, 4, 44% assez bonne
41% assez mauvaise et 11% très mauvaise. Donc aujourd'hui, vous, les internautes, là, ceux qui êtes connectés, finalement, vous dormez un peu moins bien avec une qualité de sommeil ressentie un peu moins bonne que tous les participants SFDT1 qui ont répondu au questionnaire. Ça, c'est un questionnaire qu'on demande à répondre dans le fil des questionnaires annuels. À chaque fois, on a fait des questionnaires qui n'étaient pas trop longs. On a essayé, on avait travaillé avec des personnes qui vivent avec un diabète pour déterminer le nombre de questions où ça gênait le moins, éventuellement l'heure à laquelle poser. Donc en gros, souvent les questionnaires, ça prend 10 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est pas long, 10 minutes, et qu'il faut l'intégrer quand même dans sa vie courante, mais voilà. Donc en tout cas, voilà les résultats sur 1830 participants SFDT1 qui ont répondu au questionnaire. Donc finalement, là, c'est un peu meilleur que nous aujourd'hui dans ce webinaire. Deuxième question, bah voilà, elle s'est déjà affichée. Combien d'heures dormez-vous en moyenne par nuit? Moins de 5 heures, entre 6 heures et 8 heures ou plus de 8 heures? Alors, je vois le professeur Borel qui regarde les résultats parce que je pense qu'elle va nous parler un petit peu de ce que ça peut induire ou être en relation avec éventuellement le diabète tout à l'heure. Donc, je pense que c'est bien. Donc, 10%, moins de 5 heures. Oh là là. Entre 6 et 8 heures, 75%. Moi, je fais partie de ceux-là. Et 15%, vous êtes, je vais appeler ça des gros dormeurs. Je ne sais pas si c'est des gros dormeurs, Anne-Laure, tu nous diras s'il y a quelque chose là-dessus. T'es long dormeur, mais la question du milieu, on aurait presque mis une barre de plus entre 7 et 8 heures. D'accord, très bien, bah, c'est intéressant, tu nous raconteras. C'est bien, ça fait du teasing, j'adore. On peut passer à la suite. Ok, bah voilà, dans la cohorte, en fait, ce qu'on retrouve, hein. Donc, là, c'était plus de 7 heures, 6 à 7, justement, tu vois, dans le questionnaire. C'est un peu différent, 5 à 6 heures. Et on voit que, globalement, c'est plutôt du 6 à 7 qui ressort beaucoup chez les personnes qui participent. Sur l'efficacité, donc, c'est 85% du temps passé au lit à dormir, en gros. Donc 2 tiers des personnes. Et après, ça diminue un peu. En gros, c'est pas si mal le vert, on va dire 2 tiers, mais quand même 1 tiers si on veut être un peu pessimiste, où on dort pas vraiment, c'est pas très efficace ce sommeil. Les difficultés d'endormissement, donc 25% qui s'endort très bien, 37% qui a un petit peu de difficulté. Vous voyez quand même des difficultés modérées chez un quart des personnes qui ont répondu au questionnaire dans SFDT1 et 13% qui ont vraiment des grandes difficultés à s'endormir. Et puis après, quand tu es endormi, est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu fais des cauchemars? Est-ce que tu es obligé de te lever? Il y en a très peu qui n'ont aucune difficulté. Donc, c'est des chanceux. Et puis, difficulté légère, c'est à nouveau 2 tiers. Et modéré, 1 tiers. Et quelques-uns où c'est vraiment très compliqué la nuit, visiblement, malheureusement. Alors, on a posé la question, est-ce que vous prenez des traitements, des médicaments pour mieux dormir? Et vous voyez quand même que bah, il y en a, allez, 15% qui ont besoin d'en prendre au moins une fois par semaine. Donc, c'est quand même une proportion assez élevée. Et sur les difficultés à rester éveillé en journée ou pas, vous voyez que bah, il y a quand même un peu d'endormissement pour 43,6% et puis certains qui s'endorment beaucoup plus. Donc, je pense qu'on en parlera éventuellement aussi de ça pour la suite. En pratique, il y a un score. Tout à l'heure, on a dit c'est la perception hein, du sommeil et il y a un score pour dire est-ce que finalement votre qualité de sommeil est bien par rapport au score. On peut passer ça. Et dans SFDT1, 57% avec ce questionnaire, avec toutes les questions, avec une pondération, etc., rapportent finalement une mauvaise qualité de sommeil. Et on a regardé un peu les données en France entière, c'est-à-dire pas chez des personnes avec un diabète de type 1, et ça semble correspondre. Anne-Laure, tu nous confirmeras peut-être si tu as ces chiffres-là. En tout cas, nous, on a trouvé hein, entre 55 et 60% en France, à peu près, qui décrivaient une mauvaise qualité de sommeil lorsqu'on prenait ce questionnaire qui s'appelle PSQI. Voilà. Je voudrais juste quand même répondre à quelques points qui ont été, pour rassurer tout le monde. Tous les questionnaires mensuels sont complètement anonymes.
Il y a quelqu'un qui, c'est une question complètement légitime, c'est anonyme, donc vous pouvez tranquillement les remplir. C'est traité de manière, tout ce qu'a montré Manu, par exemple, on n'a pas l'identifiant qui répond quoi. On a les caractéristiques cliniques, mais c'est tout. C'est un numéro, il n'y a pas de nom et prénom quand on analyse les données. Donc c'est complètement sécurisé. D'ailleurs, un comité d'éthique s'en est assuré en amont, bien évidemment. Donc Alors c'est aussi, peut-être on enregistre, hein, Mathilde, juste pour que vous le Oui, sachiez, parce qu'on veut pouvoir le diffuser à des personnes qui n'auraient pas pu se connecter. Tout ce qui est dans la discussion avec éventuellement vos noms et tout ça, bien sûr, ne sera pas affiché, c'est que les diapositives. Donc tout est anonymisé ici également, il n'y a aucun souci. Donc, Anne-Laure, tu as lu les questions, notamment, je vois par exemple la femme ménopausée ou diverses questions. Tu préfères commencer ta présentation et aborder ces questions par la suite? j'ai probablement pas des réponses précises à toutes les questions posées Ouais. dans leur spécificité dans la présentation, mais ça peut peut-être répondre à quelques-unes et puis qu'ensuite peut-être qu'on fasse un focus sur celles auxquelles ça n'aura pas répondu. D'accord, bah, D'accord. on va démarrer alors avec plaisir. Moi, j'avais peut-être une petite question qu'on pouvait faire, tu vois, un peu générée par rapport à notre auditoire. C'est à votre avis, ou si vous pouvez nous marquer rapidement en quoi ça peut influencer votre vie avec le diabète, finalement, le sommeil, votre qualité de sommeil. Évidemment, on ne dort pas toujours de la même façon d'un jour à l'autre, etc. Et si vous pouvez nous raconter un petit peu, vous, comment vous vivez vos problématiques de sommeil, si vous en avez, le jour où ça va, le jour où ça va pas. On peut faire assez rapidement et ça nous donne une petite idée en fait, parce qu'encore une fois, nous, la cohorte, elle est fondée pour améliorer les connaissances sur le diabète, mais on est extrêmement intéressé justement par l'avis des personnes qui vivent avec un diabète. Pendant ce temps-là, peut-être Anne-Laure, tu veux te présenter un peu et raconter pourquoi tu travailles sur le sommeil en particulier, ce qui t'a intéressé et tout ça? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, donc, moi, je suis Anne-Laure Borel, je suis professeure de nutrition à Grenoble. Donc là, vous voyez, dans le fond de mon topo, vous avez un petit peu la vue classique de la ville de Grenoble avec l'Isère et puis la chaîne de Beldon en fond, qui est beaucoup plus blanche que ça actuellement, avec les dernières chutes de neige. Et donc, mon quotidien, je suis diabétologue, hein, endocrinologue et nutritionniste, mais mon quotidien, il est plutôt aux côtés de personnes qui sont en situation d'obésité et que j'accompagne dans la prise en charge de leur poids et des maladies qui vont avec. Mais j'ai l'occasion d'avoir travaillé au- beaucoup sur le sommeil parce que Grenoble est un centre où on a une expertise sommeil importante. Et donc, dans le cadre de mon projet de recherche, moi, je me suis un petit peu spécialisée sur les liens entre le sommeil et le métabolisme. Et puis, ben, à ce titre-là, on a des travaux chez les personnes tout venant, diabétique type 2, en obésité, mais aussi dans le diabète de type 1. Et donc, on avait même été assez, je dirais, novateur dans cette thématique d'étude quand on a commencé nos premières publications sur ce sujet il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est voilà, c'est un plaisir de rester au contact des patients. Et puis, pour la petite histoire, on avait publié une étude que je vais vous présenter rapidement ici. Et c'est un patient qui m'a interpellé enfin une personne qui vit avec un diabète qui m'a interpellé sur LinkedIn parce qu'on analysait comment les habitudes de sommeil pouvaient influencer le contrôle glycémique. Je vous en parlerai. Et lui m'a dit, vous devriez quand même vous intéresser à comment le diabète de type 1 altère le sommeil. Ce en quoi, alors c'était pas le sujet de cette étude, mais ce en quoi c'était tout à fait pertinent cette remarque, qu'on a étudiée aussi et puis qui est, je vois, bien représentée dans la cohorte SFDT1 et c'est important. Donc c'est très bien. Merci Anne-Laure de t'avoir présenté. En attendant, on a eu beaucoup de témoignages vachement intéressants qui corroborent un peu ce que tu disais, notamment sur le lien avec les excursions glycémiques, les Mhm. hypoglycémies et les alarmes de pompe, hein. Je fais un petit résumé Ouais. de tout. Si tu as vu autre chose, Manu, n'hésite pas à Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bidirectionnel. Finalement, Oui. l'équilibre du diabète peut influencer le sommeil et la qualité du sommeil peut influencer l'équilibre du diabète dans la journée. Enfin, je trouve qu'il y a assez de rebonds et c'est très intéressant. Tout à fait. Alors, pour amener une touche plus humoristique, je veux bien dans le chat que les gens qui ont un chat chez eux comparent les nuisances nocturnes du chat avec les nuisances nocturnes des dispositifs médicaux liés au diabète. S'il y en a qui voient de quoi je veux parler.
Il faut avoir un chat pour ça. Vous avez Oui, ça, ça, docteur Evelyne? moi non, je peux pas témoigner parce que j'ai pas de chat, donc je sais pas, j'ai pas Mm. cette nuisance. Bon, tu peux. On attaque? Ouais, vas-y, Allez, on vas-y, y c'est va. bien. Alors, j'ai prévu mon topo sur une quinzaine de minutes comme ça m'avait été demandé. Et j'ai prévu de vous expliquer un petit peu ce qu'on décrit comme habitude de sommeil hein, quand on étudie le sommeil, puis de vous décrire un peu brièvement ce qu'on sait que les habitudes de sommeil ont comme influence sur la santé pour tout le monde. Et puis ensuite de finir par un focus sur qu'est-ce qu'on sait spécifiquement dans le diabète de type 1. Donc, je reviens un petit peu sur différents aspects des habitudes de sommeil. Alors, quand on décrit les habitudes de sommeil, on commence par la durée de sommeil. Et la durée de sommeil physiologique, c'est-à-dire celle qui semble la plus adaptée pour la santé, la plus naturelle, c'est entre 7 heures, de 7 à 8 heures par nuit chez l'adulte. Et ça, on le sait à la fois parce que c'est les gens qui dorment cette quantité-là qui ont la meilleure santé, mais aussi par des études qu'on a faites, notamment dans des populations qui vivent encore sur un mode de vie chasseur-cueilleur et qui n'ont ni lumière artificielle, ni fenêtre dans leurs habitats et qui sont donc très en contact avec les signaux naturels pour régler leur sommeil. Et on a vu qu'ils dormaient entre 7 et 8 heures par nuit. Alors ensuite, Anne-Laure, oui. on peut te poser deux, trois questions. On va pas trop couper, mais je pense que c'est intéressant. Mais du coup, comme on est sur le rythme solaire, on dort naturellement plus longtemps l'hiver que l'été, ou pas Alors spécialement oui, finalement. une heure. Alors, il me pose des questions que déjà j'aurais dû vous montrer cette étude des chasseurs-cueilleurs, mais là, on peut en parler pendant 3 heures. Donc effectivement, en tout cas dans cette cohorte des chasseurs-cueilleurs qui étaient, enfin des trois populations chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des zones équatoriales, donc c'est pas la même chose que de vivre au pôle Ah, Nord où il fait nuit tout le temps, hein, pendant 6 mois de l'année, puis après que jour. Et bien en fait, effectivement, sur la période d'hiver, ils dorment 1 heure de plus. Et sur la période d'été, ils dorment 1 heure de moins, mais avec une sieste, une recherche d'ombre en tous les cas et de calme à la mi-journée. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas l'heure de réveil qui est assez régulière, qui fixe la durée de sommeil, mais plutôt l'heure d'endormissement. Et en fait, ces personnes s'endorment après le coucher du soleil. Elles ont que la lumière du feu, hein, donc, mais elles vont pas s'endormir pile à la tombée de la nuit. Voilà. Et par contre, en fait, l'hiver, selon les lieux, on peut se lever avant le soleil dans ces populations-là ou après le soleil. Donc, c'est pas forcément non plus le lever de soleil qui détermine l'heure de réveil, mais qui est par contre très reproductible hein, pour les personnes. Et en fait, il semble que cette heure de réveil chez ces personnes qui vivent au contact de la nature, elle soit davantage déterminée par le point le plus bas de la température extérieure et qui correspond aussi au point le plus bas de leur température corporelle. Et quand ils atteignent ce point le plus bas, ben, ils se réveillent. Donc, à la fois, nous sommes des animaux diurnes, on est réveillé la journée, on dort la nuit, mais on a d'autres signaux extérieurs qui viennent influencer notre rythme veille-sommeil et notamment la température extérieure. Donc, il faut dormir sans lumière artificielle et les fenêtres ouvertes. C'est ça le message. Pour continuer, voilà, sur les habitudes de sommeil qu'on peut aussi identifier, on peut parler de chronotype. Le chronotype, en fait, c'est la propension à être plutôt couche-tard, lève-tard ou plutôt couche-tôt, lève-tôt. Et ça, on a des gens qui sont soit l'un, soit l'autre, soit un peu intermédiaires. Et clairement, vous l'avez rencontré chez vous, ça peut être différent d'une personne à l'autre de votre famille. Et ce chronotype couche-tôt, lève-tôt, couche-tard, lève-tard, il peut être dépendant d'éléments intrinsèques. Hein, il est différent selon l'âge, par exemple. On se couche plus tard, on a tendance à se coucher plus tard et se lever plus tard quand on est adolescent, par exemple. Puis après, ça rediminue quand on vieillit. Les hommes ont tendance à être plus couche-tard, lève-tard, mais c'est aussi une prédisposition génétique. Et puis, bah, ces heures de coucher et de lever, elles peuvent être aussi induites socialement. Et c'est là où nos organisations de société peuvent avoir une influence, hein, parce que notre heure de coucher, elle peut être influencée par la pollution lumineuse, par les stimulations qu'on peut avoir le soir, vie sociale, jeux vidéo, travail décloisonné, etc. Travail en 3-8, alors encore pire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir du chronotype? Le chronotype du soir en violet en haut, en fait, ce sont donc des gens qui vont aimer veiller plus tard le soir, mais finalement, dans ces cas-là, ils sont quand même obligés de se lever à la même heure le matin pour aller travailler ou pour aller faire leurs études. Donc, ils se retrouvent avec une durée de sommeil insuffisante en semaine quand ils travaillent, en tout cas les jours où ils travaillent.
Ils accumulent donc une dette de sommeil et cette dette de sommeil va induire un rattrapage les jours où ils sont au repos. Et le fait que la durée de sommeil soit différente et que les horaires de sommeil soient différents entre les jours travaillés et les jours non travaillés, on appelle ça un décalage des horaires de sommeil euh, induit socialement, social jet lag en anglais. Donc, c'est nos contraintes sociales qui fait qu'on est obligé d'aller tôt au travail, même si on s'est couché tard quand on travaille, qui induisent de la dette de sommeil, qui vont induire un décalage d'horaire dans le sommeil des gens entre jours non travaillés et jours travaillés. Et ce décalage de sommeil, on considère qu'il commence à être significatif pour la santé quand il est de plus de 2 heures. Et si on y réfléchit, plus de 2 heures, c'est quand même un jet lag qui correspond à 2 fuseaux horaires, comme si on changeait de 2 fuseaux horaires entre les jours où on travaille et les jours où on ne travaille pas. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu, voilà, les différentes caractéristiques du sommeil et comment elles s'influencent les unes les autres. Euh, voilà. Alors les Français, comment ils dorment en général? Les dernières données qu'on a en population générale, elles datent de 2017. On a des gens qui sont alors, on a en fait dans le graphe de gauche le temps de sommeil moyen par 24 heures qui est en rose. Donc ça, c'est moyen par 24 heures sur la semaine. Voilà. Et ça, vous voyez que ça dépend de l'âge, hein. Donc les 18-24 ans, ils dorment 7h24 en moyenne dans la semaine, alors que les 45-54 ans, ils dorment 6h35. Et puis on remonte vers 7 heures de sommeil quand on est 65-75 ans. Donc vous voyez probablement l'influence quand même du travail sur nos horaires de sommeil. D'accord? Ensuite, vous avez en rouge, ou plutôt on va dire en bleu, les jours travaillés. Donc vous voyez que c'est là qu'on dort le moins, hein, à tout âge. Et les jours non travaillés en rouge, c'est là qu'on dort le plus. Et puis vous avez en bleu clair la deuxième ligne, qui est le temps de sommeil idéal, et qui est le temps de sommeil que les gens disent, moi, si je pouvais, je dormirais cette durée-là. Voilà. Alors ensuite, quand on regarde les courts dormeurs, c'est considéré moins de 6 heures par nuit. Et ben, ça représente quand même presque 36% de la population française. Des gens qui accumulent une dette de sommeil, c'est donc assez symétrique, hein, 35% aussi. Une dette sévère de sommeil, là c'est plus de 90 minutes, c'est 24%. Et il faut savoir que les femmes sont plus souvent en dette sévère de sommeil que les hommes. 23% pour les femmes et 14% pour les hommes. Et quand on regarde quelles sont les caractéristiques des gens qui sont souvent courts dormeurs, eh ben c'est plus fréquent parmi les gens moins diplômés, les actifs occupés, les personnes vivant seules, mais celles aussi qui vivent dans des foyers de taille importante, donc c'est un peu les deux bouts du spectre, les personnes qui sont de catégories socio-professionnelles moins favorisées et des personnes qui déclarent une situation financière difficile. Alors, on a beaucoup de craintes en se disant bah, notre vie moderne nous entraîne vers des durées de sommeil plus courtes, etc. En fait, il y a une étude qui est sortie qui est plutôt rassurante de ce point de vue-là par rapport, qui a comparé la période 1960-1969 à la période 90-2013 et qui a repris toutes les études qui avaient évalué le sommeil en actimétrie. Donc ça, en actimétrie, ça peut être dans la vie quotidienne ou en polysomnographie, et ça, c'est plutôt dans un laboratoire, dans ces deux périodes. Et en fait, pardon, on n'a pas vu de différence de durée de sommeil tellement entre ces deux périodes-là. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une épidémie qui se majore de sommeil qui se dérègle et qui est beaucoup trop court, par exemple. Mais néanmoins, on vient de le voir, ça représente quand même 35% des gens qui dorment trop peu. D'accord? Et en fait, il faut savoir qu'il y a aussi dans la durée de sommeil, je vous ai parlé du chronotype tout à l'heure, mais aussi dans la durée de sommeil, une héritabilité. Et on considère que 46% de la variabilité de la durée de sommeil entre les personnes est liée en fait à une variation génétique. Et c'est la même chose pour la qualité du sommeil. C'est beaucoup influencé par une prédisposition génétique. Voilà. Anne-Laure, juste vraiment un tout petite question et je me permets, mais le développement des réseaux sociaux, notamment dans la période de l'adolescence, on aurait pu penser qu'il y ait une altération entre les années 69, 60-69 et maintenant. Peut-être qu'à l'époque de l'enregistrement, c'est-à-dire 90-2013, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui, mais est-ce que c'est un fantasme ou c'est une réalité? En fait, tu vois là, je pense que ta question est pertinente parce qu'on voit que les études qui sont représentées là, elles commencent à l'âge adulte, 20 ans. Donc, ça ne reprend pas je ne sais pas si on avait des données pour des adolescents. D'accord. Parce Donc, que c'est, l'idée, c'est que peut-être ces réseaux sociaux génèrent des troubles de sommeil du fait de oui, l'addiction. bah, voilà, ça fait partie des choses qui sont des stimulations qui peuvent socialement, on se dit qu'il faut répondre, hein.
Et c'est vrai que c'est pas forcément facile d'expliquer à son adolescent qui se coupe de ses amis alors que le reste de ses amis continuent à parler, donc c'est compliqué. Alors voilà, donc est-ce qu'il y a un impact de ces durées de sommeil, de la durée de sommeil sur la santé? Ben, on sait qu'il y a un lien entre la durée de sommeil et le fait d'avoir du poids en trop. Ici, vous avez l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille. Plus il est élevé, plus on a un poids important. On considère que l'obésité, c'est à partir de 30. Et bien là, vous avez une étude qui avait été faite aux États-Unis avec 1024 participants, la Wisconsin Sleep Cohort Study, où les gens avaient fait une polysomnographie en laboratoire et avaient tenu un journal de sommeil sur 7 jours. Donc, on avait mesuré leur durée de sommeil. Et bien, vous voyez que les gens qui dormaient entre 7 et 8 heures de sommeil au milieu, là, c'est eux qui ont l'indice de masse corporelle, donc le poids le plus bas pour leur taille. Et puis, quand on est court dormeur, on va avoir un poids plus élevé, mais aussi quand on est long dormeur au-dessus de 8 heures, vous voyez que ça commence à augmenter la durée, le poids. Alors, pour savoir pourquoi, si on peut aller à la diapo suivante, eh ben, vous pouvez voir que, en fait, on a dosé au niveau sanguin chez ces personnes deux hormones, la leptine, qui est un signal de satiété. Plus on a de leptine, moins on a faim. Et la gréline, qui est une hormone de faim, qui nous dit plus on en a, plus on a faim. Et bien, vous voyez que quand on dort peu, on va avoir la leptine qui est plus basse et la gréline qui est plus haute. Donc, en fait, vous avez un signal de faim qui est augmenté et un signal de satiété, de j'ai plus faim, qui est baissé. Donc, en gros, ça vous ouvre l'appétit de dormir peu. Et vous voyez que par contre, c'est complètement linéaire, c'est-à-dire que plus on dort, plus la leptine augmente, plus on dort, plus la gréline baisse. Donc, ça n'explique pas pourquoi les gens qui sont longs dormeurs ont eux aussi un excès de poids. Par contre, on peut imaginer que ouvrir l'appétit, c'est une raison pour laquelle vous pouvez avoir une prise de poids quand vous êtes court dormeur. On peut aller à la suite. Comme tu parlais des hormones, j'essaie de rebondir un peu. Il y a Béatrice qui disait, est-ce que le cortisol, qui est une autre hormone, peut avoir une influence éventuellement? C'est une excellente remarque parce que on sait que alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, la restriction de... Est-ce que c'est l'apnée du sommeil ou est-ce que la restriction du sommeil aussi fait monter le cortisol en fin de journée? On va regarder dans mon graphique, j'ai un graphique Hmm, explicatif, je crois, un petit peu plus loin. Je ne d'accord. voudrais pas dire de bêtises, Ouais, mais oui, en en tout tout cas, le cas, cortisol ouais, va bouger au c'est- minimum avec le syndrome d'apnée du sommeil et je me rappelle plus si la donnée est vérifiée aussi avec la durée de sommeil plus courte. Mais oui, ça fait partie des hormones qui peuvent être modifiées par les rythmes, parce que ce sont des hormones qui ont un rythme circadien. On fabrique plus de cortisol le matin et le taux de cortisol le plus bas, il est vers 17 heures. Et puis, en fait, ça peut être perturbé par des rythmes de vie qui sont inversés, comme par exemple quelqu'un qui dort la nuit, vous voyez? Donc, Mais Béatrice nous demandait si le cortisol, justement pour prolonger ce que tu disais, c'est à cause de cette hormone élevée au matin qu'on se réveille. C'est ça c'était la c'est une bonne question que question parce que posait Béatrice. on a plutôt la connaissance d'une hormone qui nous aide à nous endormir, qui est la mélatonine, pardon, et qui va commencer à être sécrétée par la glande pinéale à partir du moment où la luminosité baisse. Donc en fait, notre rétine, elle a des cellules spéciales pour percevoir cette luminosité. Et quand cette luminosité baisse, ça transfère l'information à notre hypothalamus et notre hypothalamus va faire fabriquer la mélatonine. Et cette mélatonine qui augmente dans la soirée, c'est ça qui nous donne une envie de dormir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont du décalage de phase, qui n'arrivent pas à s'endormir suffisamment tôt, à qui on donne de la mélatonine. Et il est très connu que les gens qui ont une baisse d'acuité visuelle sévère peuvent avoir du décalage de phase comme ça, c'est-à-dire avoir du mal à s'endormir le soir parce qu'ils n'ont plus ce signal qui vient de la baisse de luminosité pour faire monter leur mélatonine et ça les dérègle au niveau de l'endormissement. Super, merci beaucoup. Alors, voilà, donc ce que je vous ai montré là rapidement pour le lien entre la courte durée de sommeil et la longue durée de sommeil vis-à-vis du poids, et notamment pour ce qui est de la courte durée de sommeil, on sait que c'est parce que probablement ça augmente l'appétit, eh bien vous avez d'autres liens comme ça entre courte durée de sommeil et longue durée de sommeil avec le risque d'hypertension artérielle, avec le risque de diabète mais de type 2, parce que ça augmente aussi l'insulino-résistance d'avoir une courte durée de sommeil et surtout une courte durée de sommeil. Donc, les gens peuvent développer, enfin, ça participe au risque de diabète type 2.
Et puis, ben, si vous additionnez l'excès de poids, l'hypertension artérielle et parfois l'insulinorésistance, eh ben, ça vous donne un risque augmenté de maladies cardiovasculaires. Donc, voilà, on peut passer à la suite. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Il y a peu d'études qui ont essayé de changer les habitudes de sommeil des gens, mais il y en a une qui est assez extraordinaire, là, qui a été très bien menée par l'équipe de Tazali aux États-Unis, qui a inclus 80 adultes, des gens qui étaient en surpoids, l'indice de masse corporelle entre 25 et 30, et qui avaient une durée de moyenne de sommeil basse, à moins de 6h30 par nuit. L'intervention qu'on faisait, c'était randomisé, donc il y avait 40 personnes à qui on faisait cette intervention et 40 personnes qui poursuivaient leur vie habituelle. Et donc, dans les 40 personnes à qui on faisait une intervention, on leur faisait un seul entretien où on leur demandait d'essayer d'augmenter leur durée de sommeil en essayant de passer 8,5 heures par nuit pendant 2 semaines. Et si nécessaire, on faisait un deuxième entretien une semaine après. Il n'y avait pas de conseil diététique, pas de conseil d'activité physique. Et l'objectif, c'était de voir si le fait qu'on donne ces conseils, ça permettait d'une part d'augmenter effectivement le temps de sommeil. Et si ça permettait, l'objectif principal, c'est ça changeait les apports en énergie que les gens prenaient sur 24 heures. Alors, comment est-ce qu'on faisait ça dans cette étude pour savoir les apports caloriques? En fait, on mesurait les dépenses caloriques, puis on mesurait comment le poids changeait et en termes de composition de masse musculaire et de masse grasse. Et ça permettait de savoir si les dépenses avaient changé. Si la composition corporelle avait changé, ça nous disait si on avait accumulé des calories ou perdu des calories. Et donc, ça permettait de savoir quel avait été l'apport calorique. Alors, première information quand même, je trouve très significative, et notamment pour les personnes qui doivent accompagner les patients dans le quotidien et dans la gestion notamment des maladies chroniques, c'est que un seul entretien et les gens ont augmenté leur durée de sommeil effectivement. Alors pendant 2 semaines, hein, donc il faudrait voir sur la durée ce que ça donne, mais il a suffi de dire est-ce que vous pourriez essayer de dormir plus à ces gens qui avaient l'habitude de dormir moins de 6h30 par semaine, par nuit, pour qu'effectivement ils augmentent leur durée de sommeil de façon régulière sur 15 jours. D'accord? Et vous voyez que les gens à qui on n'a rien dit, qui ont continué leur vie habituelle, c'est en haut, bah, eux, ils ont continué à dormir entre 6 et 5 et 6h30 par nuit. Il y avait une différence d'1,2 heures entre les deux. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? Eh bien, en fait, là, vous avez en orange les gens qui n'étaient dans le groupe contrôle. Eux, ils n'ont pas changé leur durée de sommeil. Et en vert, les gens qui avaient reçu un conseil avec les demandes d'augmenter leur durée de sommeil. Et eux, vous voyez, c'est 1 heure de sommeil en plus, 2 heures de sommeil en plus, presque 2h30 de sommeil en plus. Et bien, vous voyez que plus ils ont étendu leur durée de sommeil, plus ils ont baissé leurs apports caloriques dans la journée. Et il a été mesuré dans cette étude que plus 1 heure de sommeil par nuit, ça permettait de baisser les apports en énergie de 162 kilocalories par jour. Donc, petit à petit, ça peut finir par faire la différence. Et en fait, par quoi c'était lié? Ça n'avait pas changé la dépense d'énergie. Par contre, les gens, sans doute, ont moins apporté d'énergie, ont moins mangé. Et ça s'est vu sur le fait qu'ils avaient perdu 0,87 kilos en 15 jours. Alors, je vais te poser une Oui. petite question. Du coup, là, on a une étude américaine. On sait que les Américains ne mangent pas vraiment comme les Français, on va dire, puisqu'ils mangent souvent en continu. Finalement, les personnes qui dorment plus longtemps ont moins l'occasion de manger en continu, de grignoter tout au long de la journée. Est-ce qu'il y avait une hypothèse autour de ça ou c'est vraiment sur la régulation de l'appétit? Non, ici, c'est vraiment sur la régulation de l'appétit. Je n'ai pas laissé, je crois, l'étude. En fait, si vous voulez, à partir du moment où on se dit, les gens qui dorment peu euh, ont plus de poids. On a vu qu'ils avaient probablement plus faim puisque la gréline est plus haute, la leptine est plus basse. Mais il y a aussi effectivement cette hypothèse qu'ils ont l'opportunité de manger sur plus longtemps. Hein, s'ils se couchent à 2 heures du matin, ils vont peut-être se prendre un petit quelque chose à manger à 1 heure du matin. D'accord? Mm. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Et on a essayé de faire des interventions qu'on appelle time restricted feeding, où on essaye de dire il faut manger que sur une certaine période de la journée. Mm. Le défaut de ces études, si je peux me permettre, c'est qu'elles ne sont pas très physiologiques, c'est-à-dire qu'on a contraint l'alimentation sur une durée de temps qui n'est pas très naturelle. Il y a des time restricted feeding, donc on dit aux gens ne mangez que sur 4 heures la journée ou sur 8 heures. Qui peut faire ça? C'est pas la vraie vie. Le jour, ça dure 12 heures. Mm. Parce que là, si on mange sur une durée de 4 heures, ça veut dire qu'on prend son petit déjeuner, puis à midi, on n'a plus le droit de manger déjà. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc, en fait, ça revient à demander aux gens de faire une restriction calorique, donc un régime restrictif, et ça, c'est un petit peu artificiel.
Par contre, il y a une étude qui a très bien fait en disant, on vous demande de manger que sur 10 heures. Alors 10 heures, c'est déjà court, hein. Moi, je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin, j'ai pas mangé à 7 heures du soir, ça fait déjà 12 heures. Vous voyez, finalement, il y a peu de gens qui arrivent à manger sur un intervalle de temps de moins de 12 heures. Mais dans cette étude, ils avaient demandé de cibler 10 heures et effectivement, les gens avaient baissé un peu leur amplitude. Pendant 3 mois, ça ne les a pas fait maigrir. Par contre, ça peut améliorer un petit peu les paramètres métaboliques parce que on respecte une période où on est complètement à jeun la nuit, et ça, c'est les voies métaboliques du jeûne qui se mettent en place. Et puis, on est en période où on mange, donc c'est les voies métaboliques de la digestion qui se mettent en place du postprandial, on appelle ça. Et là, ça respecte mieux cette flexibilité. Donc, ça améliorerait peut-être un petit peu la santé métabolique, mais ça n'a pas l'air d'avoir une forte influence sur le poids. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on connaît spécifiquement dans le diabète de type 1. Donc on a dit, il y a deux questions qu'on peut se poser différentes. La première, c'est l'influence des habitudes de sommeil sur le diabète et son équilibre. Et la deuxième, c'est l'influence du diabète lui-même sur le sommeil. D'accord? Mm. Donc, première diapo suivante. Alors ça, il y a beaucoup d'études quand même qui ont été faites là-dessus. Nous, je vous disais, on était assez précurseurs. On avait fait chez 80 sujets porteurs d'un diabète type 1 une mesure de leur sommeil assez précise par une montre actimétrique, hein, qui mesure assez précisément la durée de sommeil, la fragmentation du sommeil, etc. On avait fait des enquêtes alimentaires, des relevés aussi d'oxymétrie pour savoir si les gens ils avaient un risque d'avoir de l'apnée du sommeil ou pas. Et on avait même mesuré par test salivaire l'heure à laquelle la mélatonine augmentait le soir chez les personnes. Et en fait, quand on a cherché quels pouvaient être les différents éléments qui étaient associés à l'hémoglobine glycée chez les sujets, et ben vous voyez, c'est un peu en gras là dans le tableau. Donc, ce qui était le plus significatif pour expliquer une augmentation de l'hémoglobine glycée, c'était le social jet lag. Donc, c'était le fait d'avoir des horaires décalés de sommeil entre les jours travaillés et les jours non travaillés. Donc ça sortait assez fort. Et finalement, ça sortait plus fort par rapport aux autres habitudes de sommeil, parce que les autres habitudes de sommeil qu'il y avait, c'était d'avoir un chronotype du matin ou du soir, Mhm. ou d'avoir une durée de sommeil courte ou normale. Et c'est là-dedans, c'était plutôt le décalage des horaires de sommeil entre les jours travaillés et non travaillés qui avait l'air d'être important pour l'équilibre du diabète. Mais on a eu d'autres études qui ont montré qu'une durée courte de sommeil, pardon, ça induisait peut-être un déséquilibre sur l'hémoglobine glycée. Puis les autres facteurs, c'est les buveurs de café qui avaient tendance à avoir plus d'hémoglobine glycée, le fait de faire une collation en soirée, on avait retrouvé, ou d'être fumeur, et puis d'être célibataire plutôt que en couple. Voilà. Donc ça, c'était les données à l'époque. Et c'est à la suite de cette étude que j'ai été interpellée par un patient, par une personne vivant avec le diabète sur LinkedIn, qui me disant, et alors le diabète, lui aussi, il influence le sommeil. Donc, si on regarde quelle est la qualité de sommeil des personnes qui vivent avec un diabète de type 1, eh ben, on a une méta-analyse dont je présente les graphes à côté, là, qui montre en fait que quand on analyse objectivement le sommeil par polysomnographie, hein, on observe est-ce que les gens se réveillent ou pas par l'électroencéphalogramme, etc. En fait, on ne voit pas de différence dans la qualité de sommeil par rapport à des personnes sans diabète. Et par contre, quand on utilise la qualité de sommeil ressentie, eh bien, là, on va trouver une sensation d'avoir une moins bonne qualité de sommeil qui est plus importante quand même chez des populations patients de personnes qui vivent avec un diabète de type 1 par rapport à des personnes qui n'ont pas de diabète de type 1. Donc, vous voyez une différence entre ce qu'on observe objectivement, mais aussi ce qui est ressenti subjectivement, et c'est quand même le subjectif qui fait qu'on se sent bien ou pas, hein. Et puis, il y a une autre, dans le même sens, hein, qui conforte ça, il y a une étude qui est sortie après cette méta-analyse chez 73 jeunes adultes avec un diabète de type 1. Les perturbations du sommeil causées par les hyperglycémies et les hypoglycémies avaient été identifiées dans cette population comme des facteurs importants sur la qualité de sommeil, et c'est ce qu'on a vu dans les témoignages que vous nous rapportez ce soir aussi. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est que 62% des participations n'ont pas perçu l'influence du diabète sur la qualité de leur sommeil, alors que dans les données de glycémie continue qu'on avait, il y avait des glycémies très variables au cours de la nuit. Donc en fait, probablement, il y a une sensibilité de chaque personne à ressentir les événements au cours de leur sommeil, et c'est sans doute là
je fais une hypothèse hein, là, mais c'est sans doute là qu'on a une interaction avec cette prédisposition génétique sur la qualité de sommeil, parce qu'il y a probablement des gens qui ont une prédisposition à avoir une moins bonne qualité de sommeil, et peut-être ces personnes-là sont plus sensibles à des stimuli comme l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie pour, qui va altérer leur sommeil. Alors, il y a des patients qui décrivent que ils sentent l'élévation et ils sentent la baisse. La baisse, on comprend bien parce que les signes d'hypo, ça peut être important. L'élévation, c'est vraiment ce que rapportent les patients. Ce qui est sûr, c'est que l'élévation va entraîner plus de polyurie et le fait d'avoir besoin d'uriner la nuit. Donc ça, c'est aussi une raison de fragmenter le sommeil la nuit. Quand on a un diabète plus déséquilibré, on va avoir besoin d'uriner davantage et ça peut interrompre la nuit pour aller uriner. Et Juste si je puis, peux me permettre, ça c'est, excuse-moi de t'interrompre, mais par rapport à la question de Manu tout à l'heure, il y a eu des commentaires dans le webinaire assez nombreux hein, qui ont témoigné ce que tu dis. C'est-à-dire des gens qui disaient à moi quand je suis... Bon, il y a eu les hippos, les alarmes, évidemment, ça tu pourras peut-être en reparler après, mais je pense que c'est un élément très important. Mais il y en a qui disaient les hyper, je les ressens et ça me réveille. Et peut-être que ça a été, c'est pas très connu des diabétologues, ça. Il y a oui, certains patients qui en hyper sont dans un inconfort qui fait qu'ils se réveillent. Et il y a eu au absolument. moins 3 ou 4 personnes qui en ont témoigné, j'ai plus les prénoms, toutes mes excuses, dans le chat. D'accord. Ben, ça conforte hein, bien ce que effectivement on perçoit là dans cette étude, mais c'est très chouette d'avoir finalement un retour en direct comme ça. Et j'ai bien vu qu'il y a des gens qui considèrent quand même que le chat c'est pire que les alarmes. Donc, C'est vrai. Ouais. Ça donc, m'encourage pas. voilà. Donc ça, si on veut aller à la page suivante. Donc finalement, si là on fait une petite synthèse, influence des habitudes de sommeil sur le diabète de type 1, moi je vous ai montré une étude particulièrement, puis c'est pour faire de l'autopromotion puisque c'était celle qu'on avait publiée, mais Bravo, finalement il hein. y a Beau plusieurs, il y a travail. plusieurs études, c'est que on a pas mal d'études qui ont retrouvé que la durée de sommeil est courte, le chronotype couche tard, lève tard, qui induit lui-même le fait d'avoir souvent un social jet lag, un décalage horaire de sommeil entre les jours travaillés et les jours pas travaillés, tout ça a tendance à être associé à une hémoglobine glycée un peu moins bonne. C'est un peu moins bonne, hein. C'est quand même un impact sur l'hémoglobine glycée qui est assez modeste, mais néanmoins significatif sur le plan statistique. Et puis, inversement, si je vous fais un résumé des différentes études qu'on a fait sur l'influence du diabète de type 1 lui-même sur le sommeil, eh bien, il y a, au-delà de l'hypoglycémie réelle qui se produit, il y a la peur de l'hypoglycémie qui peut altérer le sommeil. Ça, il y a des gens qui ont plus ou moins peur d'avoir des hypoglycémies, qui le vivent plus ou moins bien, cette peur-là, et ça peut altérer la qualité du sommeil. On a vu les hyperglycémies soit ressenties directement, soit par le besoin d'uriner, les hypoglycémies réelles aussi qui se réalisent, et puis effectivement les alertes des dispositifs médicaux. Et ça altère le sommeil des gens qui vivent avec le diabète et aussi de leurs partenaires ou pour les enfants de leurs parents. Donc voilà, on sait aussi que les partenaires et les parents des enfants qui vivent avec un diabète ont des conséquences sur leur sommeil de la maladie du conjoint ou des enfants. Ouais. Il y a plus de- Alors, Pardon, vas-y, Manu. ouais, ouais. Régine dit qu'elle, elle est sensible notamment aux variations glycémiques. Maintenant, on a accès avec la mesure continue du glucose. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Est-ce que tu as vu des études spécifiques sur ça? Sans Alors, atteindre forcément, tu vois, l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie, mais le fait qu'il y ait des variations dans la nuit, on pourrait imaginer éventuellement que ça influence la qualité du sommeil. Est-ce que tu as vu des choses? Alors, dans ce sens-là, ça n'a pas, en dehors d'épisodes où les gens se sont réveillés en disant c'est une hypoglycémie qui m'a réveillé, Hmm, voilà, on n'a pas vu de lien avec, avec le coefficient de variation, par ouais, exemple, sur la période nocturne. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Ou c'est plutôt que s'il y a il y a une revue entière qui avait, c'est plutôt l'inverse hein, qui a été étudié. C'est plutôt comment les habitudes de sommeil peuvent avoir un impact sur les variations glycémiques nocturnes. Donc, et notamment, par exemple, comment l'apnée du sommeil peut induire des variations glycémiques nocturnes. d'accord. Alors ça, c'est un peu dissocié des patients qui ont un diabète de type 1 parce que, par exemple, on sait que la glycémie est plus basse sur les périodes de sommeil qu'on appelle le REM. Rapid Eye Movement, c'est le moment Hmm, où du sommeil où on est complètement flasque, on n'a plus aucune activité musculaire.
à l'exception des yeux qui bougent dans tous les sens. C'est une période très particulière du sommeil qui a beaucoup de fonctions pour notre fonctionnement cognitif. Et en fait, dans cette période-là, on a tendance à baisser les glycémies. Et donc, par exemple, quand cette période-là est altérée par des apnées du sommeil qui font qu'il y a des micro-éveils, eh ben, on a vu chez des gens qui n'ont pas de diabète que ça faisait monter leur glycémie. Voilà. D'accord. Donc, il y a des liens il y a des liens là-dessus. Est-ce que ça Euh, correspond au sommeil qui est plus ou moins réparateur quand on rentre dans ces phases? alors, pas tellement, parce que le Non? sommeil réparateur, c'est les stades 3 et 4, et ça, c'est des stades où on n'est pas. En fait, c'est 1, on approfondit, 2, Ouais, 3, 4, puis on fait une période de REM. Voilà. Et d'accord. donc, Ah oui, c'est après. Ok. c'est après, voilà, c'est par Ok. cycle. Parce qu'il y a, en fait, je te dis ça parce qu'il y a Mel qui disait que, elle trouvait que son sommeil était moins réparateur lorsque la glycémie était mauvaise. Alors, soit tu dors moins bien ou même tu as l'impression, en tout cas quand tu te réveilles, que tu es un peu, D'accord. j'imagine, glauque, comme ça peut nous arriver de temps en temps. C'est quand même intéressant parce que ça nous permet, je vais rechercher ça plus précisément dans le diabète de type 1. Si on a, alors après, la diapo qu'on a après va peut-être nous amener une partie de la réponse, c'est-à-dire que on a beaucoup regardé si la qualité du sommeil changeait une fois qu'on est sous boucle fermée. Et donc, comme la boucle fermée permet quand même de Mm. diminuer la variabilité glycémique la nuit, ça apporte une partie de la réponse. Donc, moi, j'ai retrouvé 7 essais cliniques qui ont testé des boucles fermées et qui ont en même temps fait des mesures de sommeil dans le diabète type 1. On l'a fait dans le diabète type 2, par sous boucle fermée également. Et donc, dans ces 7 essais cliniques, si on peut aller à la diapo suivante, je les ai résumés, les résultats. C'est assez variable en fonction du contexte des gens. Donc, globalement, les systèmes hybrides boucle fermée améliorent la qualité subjective du sommeil par rapport à la thérapie par pompe augmentée par capteur chez les adultes et les adolescents. D'accord? Il y a une étude qui a été faite chez les personnes plus âgées et qui était avec des systèmes de première génération. Et eux, alors que la glycémie s'était améliorée, ils avaient trouvé que la boucle du fermé avait aggravé leur sommeil et ils avaient incriminé les alarmes assez nombreuses. Donc là, l'étude soulignait que c'était peut-être les premières générations de boucles fermées qui avaient plus d'alertes et que ça, c'était susceptible d'être différent quand même avec les nouvelles générations qui ont peut-être moins d'alertes. Mais donc voilà, d'un côté, il y a moins de variabilité glycémique, mais d'un autre côté, il y a des alarmes qui sont générées par la boucle fermée elle-même qui peuvent impacter le sommeil. Les adultes qui souffrent d'hypoglycémie asymptomatique bénéficient d'une amélioration de l'architecture du sommeil avec une réduction de la latence. Alors, la latence, ça veut dire le temps qu'on met à s'endormir une fois qu'on est au lit et des temps de réveil plus courts au sein de la nuit. Donc ça, c'est peut-être que ils étaient asymptomatiques, mais ils ont des les temps d'éveil, c'est le temps où on est éveillé la nuit après le moment où on s'est endormi. Donc en gros, ça reflète un petit peu la fragmentation du sommeil, mais aussi le temps qu'on passe réveillé dans ce sommeil fragmenté. Et donc voilà, là, on a une population chez qui la boucle fermée a bien amélioré les choses en diminuant le nombre d'hypoglycémies nocturnes. Et puis, chez les jeunes gens, les enfants et leurs parents, au bout de les améliorations avec la boucle fermée, c'est quand même pas spectaculaire. Et si ça apparaît de façon positive, ça apparaît au-delà de 6 mois, mais pas sur des durées d'études qui ont été plus courtes que ça. Et puis finalement, les jeunes qui ont été nouvellement diagnostiqués avec un diabète type 1 et mis rapidement sous boucle fermée, eux n'avaient pas de sensation d'avoir mieux dormi une fois qu'ils étaient sous boucle fermée, mais on se disait que c'était peut-être parce qu'il y avait moins d'expérience de vie avec le diabète chez ces personnes qui étaient récemment diagnostiquées, Mhm. qui avaient été tout de suite sous boucle Euh, fermée. Voilà, c'était peut-être une limite. Anne-Laure, Oui, je voudrais juste faire une petite pause pour répondre à une question importante que nous a posée une internaute, Béatrice. Je voudrais rappeler que la boucle fermée, donc c'est un système qui est apparu depuis 2021 en France, mais dans le monde, ça se développe et tout le monde n'a pas ça. C'est pour ça que la question est légitime parce qu'il y en bien a sûr. qui connaissent pas. C'est donc des gens qui sont sous pompe à insuline qui ont un capteur, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais le capteur, c'est lui, il est couplé, il envoie les glycémies à la pompe, et la pompe a un cerveau intégré, qu'on appelle un algorithme, et qui, toutes les 5 minutes, adapte la basale, c'est-à-dire l'insuline qui est administrée sur les 24 heures. Donc en revanche, ces systèmes sont manuels quand les gens mangent, c'est-à-dire ils doivent annoncer les repas.
Et ces systèmes automatisés sont variables. Il y a 5 ou 6 systèmes qui sont utilisés en France. Et en tout cas, il y a certains patients qui ont rapporté en consultation, enfin en tout cas moi je l'ai vécu, le fait que ça améliorait leur qualité de sommeil parce qu'ils avaient plus confiance. C'est d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui en ont témoigné. C'est le fait que la boucle fermée, pour eux, ils sont moins inquiets. Et d'autres, comme Anne-Laure l'a suggéré, ils sont pas si optimistes parce il y a des problèmes de déconnexion, d'alarme pendant la nuit et que ça peut perturber leur sommeil. C'est pour ça qu'il y a du plus et du moins que Anne-Laure veut en témoigner. Voilà, c'était juste pour rattraper, mettre tout le monde à niveau parce qu'il y avait des questions. Je m'excuse, Anne, de t'avoir interrompu. Moi, Et alors, j'avais quand on... ouais, une Oui. mini remarque, c'est effectivement, on a parlé beaucoup des personnes qui vivent avec le diabète de type 1, mais bien sûr, les aidants, c'est quelque chose, notamment les parents, tu l'as évoqué 2 fois, mais encore une fois, on pense que c'est très important et c'est pour ça que dans la cohorte, on a décidé d'inclure des enfants avec des questionnaires qui peuvent être faits aussi par les aidants. Et donc, on pense que c'est un point extrêmement important sur la qualité de vie familiale, on va dire. Ouais. Y compris entre époux. Oui, tu as Dans raison, le compromis. Ouais. complètement. Mm. Ouais. Donc, vous embrassez vos compagnons et voilà. D'ailleurs, ça a commencé comme ça tout à l'heure. Je crois qu'il y Sont avait un. soutenants, hein. S'ils Oui, sont soutenants, parce exactement. qu'ils balancent la pompe contre le mur, non? À cause des alarmes. On peut régler, j'ai vu des petites remarques, effectivement, on peut un peu régler les alarmes, mais souvent sur les hypoglycémies, c'est des choses qu'on ne peut pas régler parce qu'on pense que c'est dangereux. Et je salue d'ailleurs Jean-Louis, que je connais bien. Il faut qu'on conclue parce qu'en fait, on a Ouais. Là, dépassé le c'est tellement temps. passionnant Et que voilà. Voilà. Eh ben, on- alors, j'ai mis l'autre photo de Grenoble Ouais. au sommet de la Bastille, voilà, avec les quelques collègues qui avaient eu le courage de monter à pied jusque-là. C'est pas Ah toute ouais. l'équipe. Là, Ouais. l'ambiance a l'air bonne là-bas. Ça donne envie de vous C'était rejoindre. un jour, une soirée de gala de congrès, c'était sympathique. Et pas Super. seulement pour le ski d'ailleurs. Exactement. Merci, c'était Bah, génial. merci beaucoup Anne-Laure, hein. C'était Avec grand super. plaisir. Voilà, c'est super. En plus, ça nous concerne tous, même si on ne vit pas avec un diabète, c'est vraiment des données qui sont très intéressantes. Et puis le projeter dans la vie avec un diabète de type 1, c'est encore mieux. Donc nous, on pense faire des études dans le futur, bien sûr, sur ces données et les liens avec l'équilibre du diabète, la pression artérielle, etc. D'ailleurs, Anne-Laure, si tu veux participer à ce genre d'études, vraiment, il n'y a pas de problème. Tu connais, J'allais vous voilà. dire, je serais très intéressée pour Bah oui, participer. comme tu connais très bien le sujet, voilà, on en reparle. Juste pour Ça vous dire marche. tous, lorsque des personnes veulent faire des études à partir des données que vous partagez avec nous, ils passent devant un conseil scientifique, on valide l'intérêt et après on les accompagne pour faire des belles études et avoir des nouveaux résultats intéressants pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et les soignants. Une dernière question peut-être avant de se quitter. Mm. Mathilde, tu peux lancer ce Oui, que tout c'est à leur fait. question Voilà, au il est début déjà d'accélérer. apparu sur le thème que vous souhaiteriez qu'on aborde du coup au prochain webinaire. Donc, soit mieux comprendre et prévenir les effets du diabète sur la santé, donc ça peut être la neuropathie, la détection de la rétinopathie. Les facteurs aussi qui influencent la glycémie, donc mieux les connaître pour mieux vivre, ça peut être l'alimentation, le sport, le stress, les hormones, les médicaments, tout un tas de choses. Le DT1 et la vie active, donc mieux gérer le travail, les études, les voyages pour rester serein au quotidien. Et on est aussi preneur de vos propositions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Bah, allez-y, c'est à vous maintenant. Voilà. Donc, il y a plein de sujets possibles. Ça, c'est des sujets que vous aviez déjà proposés lors des webinaires précédents. Aujourd'hui, finalement, dans les facteurs qui influencent la glycémie, on a un petit peu parlé du sommeil. On a l'impression que ça peut avoir une importance, même si c'est pas majeur. On voit bien que c'est toujours compliqué, hein. Le diabète, c'est pas du tout, voilà, ça change d'un jour à l'autre, etc. Et c'est ça qui fait aussi que ça met quand même une charge mentale importante, malgré les nouveaux outils. Voilà. On a des données aussi maintenant avec les données de la sécurité sociale sur le coût du diabète, donc on peut faire des choses là-dessus. Euh, enfin bon, il y a plein de sujets importants d'où nous, on a des idées aussi, mais bien sûr, toutes les vôtres, on les considère pour les prochaines fois, en sachant qu'on fait 3 à 4 webinaires par an, donc ça nous donne vraiment euh, beaucoup d'opportunités. Alors là, Donc, il y a ouais, beaucoup d'idées dans le chat. Il y a charge mentale, ménopause, boucle fermée, semi-fermée. On avait déjà eu un expert, c'est le professeur Anner qui était venu nous en parler. Mais on pourrait revenir là-dessus parce qu'il y a des progrès, c'est vrai. Œdème maculaire, ouais. Et donc,
Là, il y a la majorité, ils proposent le sport, l'alimentation, le stress pour être intéressant. Ok. On vous rappelle, on a mis le lien, il y a Hervé de Sanoya qui a mis le lien dans le chat, que tous les webinaires, donc on les enregistre, encore une fois, sans le chat derrière. Et vous pouvez les reconsulter. Donc, on a eu plein de sujets. On avait fait le sport déjà, mais dans des activités un peu très sportives, on va dire, pour montrer qu'avec un diabète de type 1, on pouvait faire des choses exceptionnelles. On avait parlé des boucles fermées, des révolutions, des greffes aussi pour remplacer le pancréas. Donc, il y a plein de thèmes extrêmement positifs et vous pouvez les reconsulter sur le site. OK. Donc, c'est le quotidien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le quotidien finalement. OK, ça marche. Bon, on considère tout ça, on vous prépare avec des super orateurs comme aujourd'hui. Merci encore, professeur Borel. Avec plaisir. C'était vraiment chouette. Et puis, bah, tu reviens vers nous pour collaborer. C'est chouette. Eh ben, écoute, Merci à avec tous. Au dans revoir. l'oreille d'une fille. Et merci encore, regardez, à toute l'équipe qui est géniale. On est très motivés et merci encore de votre participation. Au revoir à tous.